Salutez les amis et bienvenue sur One Piece Révélation. C'est Jesty Baggy et on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse complète du scan 1044 de One Piece. Mes amis, ce chapitre c'est une réelle folie. J'ai vraiment l'impression que c'est le début d'une nouvelle histoire qui commence. Oda a cette grande force de nous révéler les secrets de One Piece, mais tout en les révélant, il est capable de créer de nouveaux mystères là-dessus. Et ça, on va encore le voir avec l'évolution de Luffy aujourd'hui. C'est juste une folie. Mesdames et messieurs, je pense très fortement que ce chapitre sera le chapitre le plus marquant de One Piece depuis la mort de Ace. Depuis de nombreuses semaines, Oda nous met en avant les mini-aventures du Germa 66. Il est simplement expliqué que Big Mom est partie en expédition. Elle est partie à la recherche de quelque chose. La recherche a commencé. Sans doute qu'elle est partie à la recherche d'un poneglyphe, d'un poneglyphe. En tout cas, elle est bien évidemment sur la piste du One Piece ou sur la piste de Luffy. La suite est très importante parce que Niji et Yonji qui sont retenus prisonniers vont subir des interventions chirurgicales afin que leur corps nous révèle des secrets sur la technologie Germa, mais encore plus important, sur leur ADN et le facteur de linéage. Il est fortement évident que les recherches que vont subir les frères de Sanji, Kaido et King l'ont également subi sur Punk Hazard, et toujours dans l'optique de révéler les secrets du facteur de linéage. Suite aux mini-aventures, Oda nous oriente directement sur le début du chapitre, et plus particulièrement sur Luffy. Luffy qui ne comprend pas ce qui lui arrive, tout en se remettant en question sur la façon dont il est en train de se relever alors qu'il a perdu le combat. Luffy se met à rire. Il est mort de rire. Il ne comprend pas pourquoi tout cela l'amuse. Selon moi, s'il ne comprend pas pourquoi tout cela l'amuse, c'est certainement dû au fait que son fruit du démon a pris cette liberté de rire pour lui. Mais ne vous inquiétez pas, vous comprendrez un peu plus tard dans la vidéo les raisons pour lesquelles je viens de balancer ça comme ça. Et tout prendra sens naturellement. Alors que la case nous révèle ce qui se passe autour de Luffy, on constate que les roulements de tambour se font de plus en plus forts. Selon moi, les roulements de tambour vont aller de plus en plus loin et seront audibles certainement par les dés qui ont disparu, les dés qui vont revenir, ceux qui sont cachés quelque part dans ce monde. Mes amis, je pense vraiment que cette case sera extrêmement jolie parce que on voit Luffy de manière assez lointaine et sur lequel des éclairs sortent de son corps. C'est alors que Momonosuke observe le toit d'Onigashima. Tout en tremblotant, il vient de comprendre que Joy Boy, c'est Luffy. Et il vient de le comprendre car tout simplement, c'est Zunisha qui lui a transmis cette information. Mes amis, nous allons maintenant quitter Momonosuke pour se rendre auprès des alliés, tels que Sanji, qui est en train de se faire soigner et qui interrompt ses soins subitement pour se lever, pour regarder en direction du toit, car il sent quelque chose d'étrange. C'est alors que cette sensation se répand à travers tous les alliés de Luffy, ceux qui sont capables de ressentir les choses, ceux qui ont acquis de l'observation assez développée, notamment Kid, qui est surpris de ce qu'il ressent. Yuguru a senti que c'est Luffy au chapeau de paille. Marco également ressent que quelque chose se produit actuellement sur Luffy. Il communique donc son ressenti à Nami et à Tama. Ces dernières semblent assez surprises et soulagées que Luffy aille mieux. Cette bonne nouvelle commence à se répandre à travers Onigashima. Et j'en suis plutôt satisfait parce que cela va redonner espoir à tous les alliés. Mes amis, je vais vous parler de mon avis personnel, de la perception que j'ai de l'œuvre et de la façon dont moi, en tant que fan, j'aurais aimé que cela se passe. Même si je suis grave hypé par les événements, j'aurais quand même aimé ou j'aurais quand même préféré que la fausse mort de Luffy dure beaucoup plus longtemps pour avoir un plus gros suspense. Bref, en tout cas, je pense que les sensations auraient été plus fortes si Oda avait accentué la fausse mort de Luffy sur une période un peu plus longue, peut-être un chapitre supplémentaire. Mais au final, c'est tout aussi génial comme ça et je suis quand même hypé comme je n'ai jamais autant été hypé sur One Piece. Revenons à un autre chapitre. Et celui-ci se dirige tout droit en Terre Sainte de Marie-Joise. À titre informatif, le Gorosei n'est plus en train de communiquer avec les membres du Cypher Pole. Là, c'est vraiment une discussion entre les membres du Gorosei. Alors que l'un d'entre eux se demande si la mort de l'un de leurs agents était nécessaire, l'autre, avec les Redlocks, dit que c'était une mort forcément nécessaire. Car compte tenu de ce qui va arriver, il fallait faire des sacrifices. Puis intervient le Gorosei avec l'épée et il dit une chose vraiment étrange.
il dit que d'une manière ou d'une autre, le fruit s'en va toujours. Et 800 ans sont déjà passés sans qu'il puisse mettre la main dessus. Puis, le membre avec la grosse barbe et la moustache explique que c'était comme si que le fruit du démon essayait de leur échapper. Alors les amis, attendez-vous à avoir une info de dingue qui va tomber là maintenant tout de suite. Puisqu'il est expliqué qu'il était tout à fait possible que ce fruit du démon, qui est un Zoan, puisse leur échapper depuis tant de temps, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont leur propre volonté. Les fruits du démon de type Zoan ont leur propre esprit. Alors dans un premier temps, on ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit, de quel fruit du démon il parle, puisqu'il parle d'un Zoan, alors que Luffy, c'est un Paramecia, c'est le Gomu Gomu no Mi, de type caoutchouc. C'est alors que le membre du Gorosei le blond explique que le vrai nom du Gomu Gomu no Mi, en fait, c'est le Ito Ito no Mi, c'est le fruit de l'humain de type Zoan modèle Nika. Et ce fruit porte le nom d'un dieu. On apprend tout simplement que Luffy n'a jamais détenu un Paramecia. Il a toujours été habité par le pouvoir d'un Zoan. Mesdames et messieurs, nous ne parlons pas d'un simple Zoan, mais on parle vraiment d'un Zoan mythologique. Celle liée à une divinité. Et là, nous parlons du dieu soleil Nika. Pour ceux qui n'ont pas compris, ou qui ne le savent pas, il y a plusieurs titres de démons possédant le mot Ito Ito no Mi. Chopper possède le Ito Ito no Mi, c'est le fruit du démon de l'humain. Luffy possède le Ito Ito no Mi, c'est le fruit du démon de l'humain, du dieu Nika. De la même manière que Sangoku possède le Ito Ito no Mi, c'est le fruit du démon de l'humain, du dieu Bouddha. Juste à titre informatif, le dieu Nika doit certainement faire référence à la déesse Nike, N-I-K-E accent aigu. Celle-ci est une déesse grecque et romaine, symbolisant la victoire dans la guerre et dans tout ce qu'une personne pourrait entreprendre. Nike signifie tout simplement fille de la force et de la valeur. Les Romains vénèrent Nike sous le nom de Victoria. Dès les premiers temps de l'Antiquité, les Romains lui élèvent des statues et des temples. Son culte se développe rapidement dans tout l'Empire romain grâce aux légions dont elle était la patronne. Et d'ailleurs, pour revenir sur des dates un peu plus antérieures, les Grecs se sont installés à Marseille. L'ancien nom de la ville, c'est Massia. Et en 540 avant Jésus, les Grecs battent les Ligures et fondent la ville de Nicaïa. Nicaïa. Nicaïa, en fait, ça veut dire celle par qui est arrivée la victoire. Nicaïa. Donc, lorsqu'ils ont gagné, ils ont fondé la ville de Nicaïa, qui est aujourd'hui la ville de Nice. Et juste avant de refermer la page historique, j'aimerais simplement rajouter une petite chose, c'est que la déesse Nike a inspiré la plus grande marque au monde de sport qui est la firme Nike. Et en anglais, on dit Nike. Nike, vous m'avez compris. Comme je l'ai expliqué lors de ma précédente vidéo que j'ai fait sur les premiers spoils de ce chapitre, je disais que les fruits du démon de type Zoan avaient leur propre personnalité, tout comme ont leur personnalité les sabres maudits. De la même manière que les épées choisissent leur sabreur, les fruits du démon Zoan choisissent leur utilisateur. Les amis, revenons auprès du Gorosei parce que la conversation n'est pas terminée. Alors que la conversation continue, l'auteur nous met en parallèle une double page magnifique sur laquelle Luffy est illustré avec une pleine lune derrière lui. L'apparence de Luffy est exactement la même de celle de Nika. Bien que ce ne soit que la silhouette de Luffy, on voit qu'il est en train de rire. Et son rire est accompagné des roulements de tambour. Les amis, ça serait juste dingue qu'à chaque fois que Luffy éveille son fruit du démon, qu'il soit accompagné de ces tambours. Alors il est vrai, lorsque j'ai fait ma première analyse de ce chapitre sur ma précédente vidéo, il y a une chose que je n'ai pas relevée mais que j'ai fortement pensé, je me suis dit mais merde alors, mais comment se fait-il que Luffy éveille son fruit du démon, que son fruit du démon en fait ce n'est pas un paramécia du caoutchouc, mais simplement le fruit d'un Zoan de type humain et plus particulièrement du dieu soleil Nika, et que je n'arrivais pas à comprendre comment le caoutchouc pouvait être en rapport avec le fruit du démon de Nika. Et c'est lors de ce chapitre, la 1044, que le Gorosei il vient de nous expliquer que la propriété de l'un des pouvoirs de ce fruit du démon de Zoan, c'est qu'il a la particularité d'être en caoutchouc. Il peut se battre comme il le souhaite. En gros, il peut tout simplement changer de forme à volonté et faire de son corps ce qu'il veut. C'est la raison pour laquelle,
les métamorphoses ou les changements de Gear de Luffy, on se rend compte qu'ils ne sont jamais les mêmes. Et surtout depuis l'apparition du Gear 4. Et puis concernant le Dieu Soleil, concernant Nika, je pense avoir saisi le sens caché. Parce que Nika, c'est Joy Boy. Joy Boy, il rigole. Nika rigole tout le temps, il a toujours le sourire. Et on dit que le sourire, c'est solaire. Puisque les personnes solaires reflètent toujours un mélange subtil d'enthousiasme et de sourire. Et on se rend compte que Luffy est toujours enthousiaste. Rien ne l'effraie. Pour lui, il n'y a rien de grave. Tout est fait dans la sympathie, dans la joie et dans la bonne humeur. Je pense que le fruit du démon de Nika lui a permis d'avoir tout le temps la joie de vivre. Malgré le fait qu'il ne connaisse pas sa mère, malgré le fait qu'il n'ait jamais rencontré son père. Et d'ailleurs, il s'en fout complètement de savoir qui ils sont et où ils sont. Et je pense fortement que c'est un aspect de sa personnalité qui lui a été transmis par le fruit du démon de Nika. Pour conclure, les personnes solaires sont des personnes qui dégagent une énergie positive à travers une attitude avenante et souriante. Et pour revenir au discours du Gorosei, il explique qu'au-delà du fait que la propriété des pouvoirs du fruit du démon de Nika qui correspond au caoutchouc, ce fruit possède un autre pouvoir, c'est de faire sourire les gens partout où il va. C'est vraiment ce que dit le Gorosei. Et moi, personnellement, ça me fait penser à ce qu'avait dit Mihawk sur Marineford. Mihawk a dit que Luffy possédait le plus grand pouvoir, celui de rallier les gens à lui. Et cela rejoint une théorie que j'ai faite sur Mihawk il y a bien longtemps, selon laquelle il possède la capacité, grâce au acquis de son observation tellement puissant, de percevoir plus ou moins à petite échelle le destin de la personne. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Mihawk œil de faucon. Le faucon est un animal qui a un regard perçant, il voit très très loin. De la même manière qu'il arrive à percevoir des détails lointains des personnes, il est capable de percer ce qui se passe dans le cœur des gens. Mis à part le fait qu'il a percé le secret de Luffy qui est de rallier les gens à sa cause, il a également vu en Zoro des détails très intéressants. Notamment lorsque les deux ont combattu devant le Baratie. Et que Mihawk dit à Zoro, il y a quelque chose qui te tourmente. Pourquoi tu as besoin d'être si fort? Qu'est-ce qui te dérange? Et c'est alors qu'à ce moment-là, on voit un flashback de Zoro faisant la promesse à Kuina de devenir le meilleur sabreur au monde. Et puis il y a un autre élément qui fait que je vais sur cette thèse-là, c'est lorsqu'il dit à Zoro, ne sois pas pressé de mourir si jeune, le temps n'est pas encore venu pour toi de mourir, cela arrivera bientôt. D'ailleurs, lorsqu'on analyse l'écriture qu'a fait Oda sur Zoro, Zoro a toujours été accompagné, plus ou moins, de la mort. Il a toujours été proche de la mort. Même lors de la présentation de Zoro, il est vu crucifié sur une croix. De la même manière qu'il est toujours accompagné de cette envie de mourir avec les honneurs. La mort ne lui fait strictement pas peur. Et c'est ce qu'on retient de Zoro depuis le début de l'œuvre. On a bien pu le voir lorsqu'il a combattu Mihawk et que Zoro a écarté les bras et les jambes pour que Mihawk puisse lui donner le coup de grâce. Il semblait donc à ce moment-là avoir accepté la mort et son don de sacrifice pour l'équipage, pour Luffy, a été ressenti également lorsqu'il a rencontré Kuma pour la première fois. Lorsque Kuma a retranscrit toutes les douleurs de Luffy dans le corps de Zoro. À ce moment-là, il était prêt à mourir parce que encaisser la douleur et la souffrance de Luffy pouvait l'emmener vers la mort. Puis, il existe un détail qui a également son importance, c'est lorsque Zoro a été dessiné par Oda sur une tombe qui portait le chiffre 944. Cette dernière image a permis à de nombreuses personnes de faire des théories selon laquelle Zoro allait probablement mourir au chapitre 944. Heureusement, cela n'a pas eu lieu. Et puis le dernier élément qui a associé une nouvelle fois Zoro à la mort, c'est au chapitre 1037 lorsque la faucheuse a rendu visite à Zoro. Voilà pour ma petite théorie et revenons tout simplement à la suite du chapitre 1044 de One Piece. Le Gorosei continue son discours en disant que Nika c'est le guerrier de la libération. Il est également connu sous le nom de Nika le soleil dieu et que l'éveil de ce fruit du démon donnera au corps en caoutchouc encore plus de force et de liberté de mouvement. Quand on parle de liberté de mouvement, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il est capable de se transformer en ayant plusieurs formes. Par exemple, la forme de Snake Man, la forme de Budman, ou même le Gear 3. Au final, son corps n'a aucune limite à la transformation. Et le Gorosei conclut par une phrase étonnante en disant que c'est le pouvoir le plus ridicule du monde. C'est certes le pouvoir le plus ridicule du monde, mais en tout cas, c'est un pouvoir qui permet de ne pas ressentir la douleur lorsqu'on reçoit des coups. Ce fruit du démon a également le pouvoir de rallier les gens à sa cause.
Et au final, c'est un pouvoir qui fait le plus flipper le Gorosei. Pour la simple et bonne raison, c'est que le pouvoir de ce fruit du démon est capable de rallier tout le monde à sa cause pour lutter contre le gouvernement mondial. Lors de mes précédentes théories, je disais que Luffy représentait le soleil et que Barbe Noire représentait la lune, vu que Barbe Noire a été représentée en tant qu'enfant avec une lune derrière lui. Oda aujourd'hui vient nous expliquer que même Luffy est représenté avec une lune derrière lui. Alors je me demande si cette lune représente tous les dés ou simplement quelques élus. Donc au final, il faut que je revoie cette notion de lune et de soleil, parce qu'au final, je pense qu'il y a une autre lecture à faire à ce sujet. Mais au final, cela ne change pas au fait que Nika, c'est le soleil, et que le fruit du démon de Barbe Noire représente la nuit, les ténèbres et la lune. Et qu'il existe forcément une dualité entre le fruit du démon de Nika et le fruit du démon des ténèbres. Et je pense même que ces mêmes fruits du démon étaient en compétition et en duel il y a plus de 800 ans. Et juste une petite parenthèse, j'expliquais également que les Gorosei et que les Tonryobito plus particulièrement représentaient les étoiles. Pour un simple et bonne raison, c'est qu'on dit que le Gorosei c'est le conseil des 5 étoiles. Et lorsque vous prenez le trône de Im-sama, on peut s'apercevoir que le dossier du siège est représenté par les 5 étoiles du gouvernement mondial et qu'une traînée de poussière d'étoiles scintillantes forme le haut du siège de Im-sama. Et lorsqu'on prend une vue d'ensemble du siège, cela représente très fortement une étoile filante. Par ailleurs, j'ai encore énormément de choses à dire sur le fruit du démon de Luffy, sur ses capacités, etc. Mais je vais les mettre dans une autre vidéo parce que celle-là est déjà très très longue. Et je vais quand même passer à la suite de l'analyse du chapitre 1. Et celui-ci s'oriente vers Yori et Orochi. Honnêtement, l'histoire d'Orochi, je m'en contrefous. Cela fait une dizaine de scans de chapitres, je n'arrête pas de vous le dire. Je n'ai qu'une hâte, c'est que cela se termine très rapidement. Pour résumer globalement, on a Orochi qui commence à faire des yeux doux, à être un peu mielleux avec Yori parce qu'il est en position de faiblesse, il sait qu'il peut se faire tuer. Il passe en mode petite paupiette en disant, tu sais, Oden je l'admirais, Oden c'était un exemple pour moi, c'était un super personnage, c'était quelqu'un d'extraordinaire. En gros, il est simplement en train de sauver sa peau pour ne pas se faire tuer par la fille d'Oden. Puis il y a un semblant de rebondissement lorsqu'une autre version de Kanjuro apparaît. Vraisemblablement, on s'attendait que cette version de Kanjuro attaque directement Yori, mais ce n'est pas le cas. La version de Kanjuro, avec son Kazenbo, se met à brûler Orochi. Orochi est totalement surpris que Kanjuro se retourne contre lui. Fin de l'histoire. Merci, au revoir, j'ai pas du tout envie d'en parler un peu plus. Parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver et qui sont plus importantes à analyser que l'histoire de Kanjuro et Orochi. Bon les amis, là je vous dis franchement, je crois que c'est la plus belle scène de One Piece. Je crois que c'est le moment où Luffy m'a le plus fait kiffer de toute l'histoire de One Piece. C'est juste incroyable. Dans une superbe case, on y voit Luffy avec la lune derrière lui. On voit la silhouette de Luffy avec la pleine lune en arrière-plan. Luffy dit qu'il a l'impression qu'il peut faire ce qu'il veut. Il n'a aucune limite. Même son rythme cardiaque, il trouve ça amusant. Il dit même que c'est son plus haut sommet. En gros, il a atteint le Graal. Il a dépassé ses limites. Il a atteint la forme parfaite. Les amis, il annonce officiellement qu'il est en mode Gear 5. Si j'ai bien compris les amis, le Gear 5, c'est le mode éveillé de Luffy. C'est alors que Luffy expulse du Haki des rois et que des éclairs noirs traversent tout le toit d'Onigashima. Et cela crée une énorme explosion sur tout le toit. Les amis, je peux vous dire que je suis en hype total. C'est juste magnifique ce qui se passe, c'est incroyable. À cause du Haki des rois émanant de Luffy, les subordonnés de Kaido s'effondrent tous, ils s'évanouissent tous. Et pour conclure avec les subordonnés, de leur bouche sort une sorte de mousse blanche. Mais écoutez les frérots, ils sont tous en train de faire dodo, ils sont en train de baver sur l'oreiller. Et subitement, Kaido commence à regarder le toit avec inquiétude. Et il se demande même qu'est-ce qui se passe sur le toit. Sa réaction montre bien qu'il est surpris qu'il se passe quelque chose sur le toit, puisqu'il a laissé Luffy raide mort. Il ne comprend donc pas ce qui se passe sur le toit d'Onigashima. Et puis c'est dans une magnifique double page que nous voyons le toit d'Onigashima se briser et le bras de Luffy qui sort du trou. Le bras de Luffy est si énorme qu'il arrive à empoigner le dragon de Kaido en entier. Cela veut dire que le Gorosei avait raison, que le fruit du démon de Luffy est capable de se moduler à volonté et comme il souhaite. Il a la liberté de se mouvoir et de se transformer en ce qu'il veut. Et comme on sait, le caoutchouc reprend toujours sa forme initiale.
Tout le monde voit la scène. Kid et Chopper sont extrêmement choqués de voir ça. Luffy attrape Kaido de ses mains et le serre si fort que les yeux de Kaido sont en train de ressortir de ses orbites. Et il le soulève d'une facilité si déconcertante qu'on a l'impression que le dragon de Kaido est si léger. Kaido et Luffy sont à nouveau sur le toit pour terminer leur combat. C'est alors que Luffy augmente les muscles de son bras. C'est une scène assez cartoonesque. On dirait que Oda veut faire une petite référence à Popeye lorsque celui-ci avale ses épinards et que ses muscles se mettent à gonfler. Luffy continue à saisir Kaido et à le faire tournoyer. Encore une fois, les yeux de Kaido sortent de leurs orbites. Puis Luffy commence à secouer d'avant en arrière Kaido contre le sol. Encore une fois, cela fait référence au cartoon. Puis Luffy lâche l'empereur. Ce dernier a la tête qui tourne, avec une bosse qui ressort de sur la tête, et des petites étoiles qui tournent autour de la tête. C'est alors qu'en voyant Kaido dans cet état, Luffy éclate de rire. Les amis, j'adore cette scène parce que j'ai l'impression que Oda est revenu aux fondamentaux de One Piece, c'est-à-dire une vision assez enfantine, avec une vision assez grotesque des combats. Et il est vrai que dans les cartoons, c'est comme ça que les combats étaient fabriqués. Et de la même manière que Luffy est mort de rire en voyant l'état de Kaido, moi quand j'étais enfant, j'étais mort de rire quand je voyais Tom et Jerry à la télé et que Jerry se faisait défoncer par la petite souris. Cela montre bien, encore une fois, que l'éveil du fruit du démon de Luffy apporte une insouciance, une sérénité, une sorte d'infantilisation. Il a un rire communicatif et rayonnant. Et comme je le disais en début de vidéo, c'est ça le soleil que représente Nika. C'est ce rire, puisqu'il a un rire solaire. Alors que Luffy est en train de se marrer comme un malade, on a Kaido qui remercie Luffy d'être vivant. Puis il envoie son Bolobreus. Alors que le Bolobreus est envoyé, Luffy récupère son apparence normale. Mais il continue à hurler de rire. Mais lorsqu'il voit que le Bolobreus arrive vers lui, ses yeux se mettent à ressortir de ses orbites. Et les yeux de Luffy vont encore beaucoup plus loin que les yeux de Kaido lorsque celui-ci était en train de se faire défoncer par Luffy. Justement, la personne qui a traduit les spoils est en train d'expliquer quelque chose qui est vraiment intéressant et qui prend tout son sens. Je ne sais pas si vous avez vu le personnage de Jim Carrey dans le film The Mask. Il explique que Luffy a un peu la manière de faire de The Mask. Et c'est vrai que lorsqu'on analyse le film The Mask, on se rend compte que ce personnage, et même de manière générale, on a l'impression que les personnages des cartoons sont faits en caoutchouc, puisqu'ils se font aplatir, ils se font éclater, ils se font exploser, mais ils reprennent toujours leur forme initiale. Et je pense très fortement que lorsque Oda a construit le personnage de Luffy, il avait envie de faire une référence au cartoon. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder des cartoons lorsque vous étiez enfant, mais les personnages sont capables de vous sortir des massues de leur poche, des pistolets de leur poche. Lorsque les personnages de cartoon sortent leurs armes de leur poche, dans un premier temps, elles ont un effet plastique, voire caoutchouteux, un peu comme ce que Luffy est en train de faire actuellement. Mais revenons à notre combat, lorsque le Bolobreus arrive vers Luffy, Luffy attrape le sol de ses mains et les tire, jusqu'à ce que le sol devienne entièrement caoutchouteux. Et c'est là que le pouvoir du caoutchouc fait son apparition. Comme il a toujours été dit depuis le début du manga, que les attaques n'ont aucun effet sur le caoutchouc. Et pire encore, c'est que l'attaque de Kaido, elle est retenue par le caoutchouc. À l'image de Luffy lorsqu'il s'est battu contre Cracker. Et que notre Mugiwara préféré a attrapé Cracker avec son ventre pour l'expulser. Il se passe là exactement la même chose avec le Bolobreus de Kaido. Rappelons, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est que le Bolobreus, c'est le rayon laser de feu que envoie Kaido avec sa bouche. Au final, le pouvoir de Luffy a permis de transformer le sol en caoutchouc grâce à l'éveil. Le caoutchouc a absorbé l'attaque de Kaido, puis l'a renvoyé sur Kaido. De la même manière que Luffy renvoie les boulets de canon ou les balles de pistolet quand on lui tire dessus. Suite à cette attaque, on commence à voir pour la première fois le corps complet de Luffy. Son apparence physique n'a pas beaucoup changé. Ses cheveux ressemblent à des flammes. Il y a une sorte de vapeur ou de fumée qui s'enroule autour du cou de Luffy et sous ses aisselles. Ses sourcils ressemblent à celles de Sanji ou plutôt à celles de Jinbei. Mais il faut savoir que Oda a explicitement dit que les sourcils de Sanji, la forme recourbée des sourcils, était une forme de puissance quasi illimitée. Et que ces sourcils étaient semblables aux spirales que l'on peut voir sur les fruits du démon. Et ce que je viens d'expliquer, c'est Oda qui le dit dans plusieurs SBS. Mais sans entrer dans les détails, j'expliquais dans plusieurs de mes théories, que j'ai déjà dit en vidéo par ailleurs ou sur mon compte Twitter, que Sanji partage son code génétique avec des fruits du démon. Bref, je ne vais pas vous raconter cette théorie, elle est bien trop longue, mais c'est juste pour vous expliquer en 2 mots
l'importance de la forme de spirale, que ce soit sur les sourcils de Sanji ou maintenant celle de Luffy, ou sur les spirales qui sont sur les fruits du démon. Mes amis, on arrive à la fin du combat, mais une fois n'est pas coutume, Luffy continue à se marrer. Il est toujours mort de rire. Quant à lui, Kaido se relève et il exprime de la gratitude. Et il dit même qu'il est désolé pour ce qui s'est passé plus tôt. Il était stupide. Il ne voulait pas gagner de cette manière. Mais selon moi, je pense qu'il a tout de même accepté sa victoire. Puisque lorsque Kaido a vaincu Luffy, le titre du chapitre s'intitulait « Les vainqueurs n'ont pas besoin d'excuses ». Puis Luffy regarde Kaido avec détermination et un sourire sur son visage et il lui répond « Finissons-en ». Mes amis, on arrive sur le clap final, sur le combat final. Dans quelques chapitres, Kaido sera vaincu. Et je tiens encore une fois à féliciter Oda pour la manière dont il a apporté le Gear 5. Aujourd'hui, la nouvelle forme de Luffy permettra de mettre tout le monde d'accord, puisque même les fanboys de Kaido seront obligés d'accepter la victoire de Luffy. Sauf, évidemment, si Oda a pour habitude de recommencer son même schéma narratif en mettant un Gear 5 avec une limite de temps. Et franchement, ça serait trop redondant que Luffy n'arrive pas à vaincre Kaido avant la fin de son Gear 5. Ça serait encore bis repetita. Honnêtement, j'ai envie que Oda change de disque à ce niveau-là. J'espère vraiment que Luffy pourra vaincre Kaido avant que Luffy soit épuisé à cause du Gear 5. Mes amis, je vous prépare une nouvelle vidéo qui va certainement arriver dans les prochains jours. Donc, c'est une vidéo dans laquelle on rentrera plus dans les détails, parce que celle-ci est déjà bien assez longue. Je pourrais parler encore une demi-heure de plus, mais ce serait vous casser les oreilles. Donc je préfère vous faire mes vidéos en séquençage, pour que vous puissiez apprécier un peu plus mon contenu. Je tiens également à remercier ceux qui ont pu visionner cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais qu'elle est très longue, j'ai vraiment du mal à faire beaucoup plus court. En tout cas, merci de votre courage. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses les amis. À très vite.